sommes aujourd'hui avec Godefroy de Bensman, qui est coprésident de la société Devoteam et président de Syntec Numérique. Nous allons aborder aujourd'hui le sujet stratégique de la donnée, en anglais les data. On dit aujourd'hui que ceux qui gouvernent les données gouvernent le monde. Comment peut-on faire aujourd'hui en France et en Europe pour optimiser la gouvernance des données? On a plutôt eu la mission d'essayer de monter en maturité ou faire monter en maturité tous les acteurs du sujet de la donnée. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a organisé depuis mars 3 grandes conférences sur les données personnelles, les données publiques et les données de l'économie et du business à venir en mai, où on a rassemblé le plus largement possible tous les gens qui avaient un avis sur le sujet des données, que ce soit des politiques, que ce soit des gens du business, ou que ce soit des journalistes, que ce soit des think tanks, pour essayer de faire converger, ou en tous les cas de permettre à tout le monde de prendre conscience des enjeux que représente le sujet des données, et donc contribuer à améliorer la gouvernance potentielle qu'on pourrait en avoir. On a bien conscience que ce n'est pas qu'en France qu'on doit gérer les données, et qu'une tendance souverainiste ne serait pas forcément une tendance très efficace. C'est sûrement en Europe qu'on peut trouver un certain nombre de réponses. Donc on contribue par nos travaux et l'énergie qu'on met, l'attention qu'on met aux travaux du gouvernement et de la Commission européenne sur le sujet, à essayer d'orienter vers des solutions qui sont raisonnables et efficaces. D'un côté, nous avons l'intelligence artificielle qui utilise beaucoup de données. De l'autre côté, nous avons le règlement général européen qui protège les données personnelles. N'est-il pas un frein pour le développement des entreprises qui se spécialisent dans l'intelligence artificielle en France ou en Europe? D'un côté, c'est un formidable outil pour l'Europe de créer une différenciation avec des zones dans lesquelles cette confiance-là n'existe pas, et elle n'est absolument pas pilotée. De l'autre côté, si on va trop loin, c'est effectivement un frein à ce qu'on puisse en Europe développer l'innovation, puisqu'on n'aura plus accès aux données. Tout le sujet va être le curseur. C'était l'objet de la première conférence qu'on avait donnée au mois de mars sur le RGPD, sur les données personnelles. Il y a eu un débat passionnant. Et on voit bien que ça va être une question d'application du RGPD, ça va être une question de curseur entre la protection d'un côté et l'innovation de l'autre. Moi, je crois que aujourd'hui, on a les moyens d'avoir une véritable protection et en même temps, avec l'anonymisation et un certain nombre de règles de bon sens, de permettre aux entreprises de développer des services. En tous les cas, je suis persuadé que la gouvernance du RGPD et la jurisprudence qui va en résulter va peu à peu se mettre en place, et ça va peut-être prendre 18 mois, 2 ans, mais en tous les cas, je crois que je ne suis pas inquiet, mais il va falloir rester à l'écoute, et c'est pour ça que Syntec Numérique est très attentif à la manière dont les choses vont se mettre en place. Même si nous saluons le RGPD, on sera attentif, on travaille avec la CNIL, on travaille avec le G29, on est très présent à Bruxelles pour, sur tous les cas d'implémentation et tous les cas litiges qu'il pourrait y avoir, participer et donner notre avis, et permettre que, bien sûr, les données personnelles soient toujours protégées, mais en même temps qu'on ne ferme pas, qu'on ne bride pas complètement la créativité et l'innovation. Donc, voilà, je crois que c'est une question de bon sens et de balancier, et de curseur. Voilà. Une des initiatives du président Emmanuel Macron est de lancer un fonds public de 1,5 milliard d'euros pour financer l'innovation dans le domaine de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça vous semble assez ou pas du tout? Bon, alors je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, je vais avoir du mal, et je n'ai pas l'ambition de pouvoir répondre vraiment à la question, est-ce que ça suffit? Ce qui est certain, c'est que derrière le rapport Villani, c'est quand même je pense, un signal très fort qu'Emmanuel Macron ait saisi l'occasion de ce rapport pour annoncer qu'une partie de l'investissement des 10 milliards du plan d'investissement qu'il avait lancé soit affecté à l'intelligence artificielle. Donc déjà, je pense que c'est la bonne initiative. Est-ce que ça suffira? Je ne sais pas. Je pense en tous les cas que c'est le bon signal, sachant qu'en particulier, mais ça va permettre d'accélérer le financement des initiatives qu'il va pouvoir y avoir, sans attendre que ce plan peu à peu se déploie. Je pense que voilà, il a d'ores et déjà dit que 15% de ce plan finalement était déjà préaffecté, et c'est un fort signal. Il y a par ailleurs des annonces qui sont qui vont arriver sur les initiatives, les premières initiatives qui pourront donner lieu au financement, et donc on est plutôt assez satisfait. Mais la question de savoir si c'est assez, c'est probablement une question d'arbitrage. BPI France a interrogé récemment
1800 chefs d'entreprise de taille moyenne et 87% entre eux estiment que la transformation digitale ne les concerne pas ou peu importante. Que leur conseillez-vous, vous, en tant que chef d'entreprise ou président de la Syntec numérique? Alors, c'est des chiffres un peu affolants. Vous imaginez que autant d'entrepreneurs ne pensent pas que la transformation numérique va les concerner. Mais je dirais qu'on est juste un tout petit peu décalé par rapport à des grandes entreprises il y a encore 3-4 ans qui pensaient elles aussi qu'elles n'étaient pas concernées par le sujet. Aujourd'hui, elles ont toutes compris qu'elles vont mourir si elles ne s'en occupent pas. Mais elles ont probablement plus de moyens, elles ont probablement plus d'équipes qui peuvent réfléchir, là où les PME, au fond, n'ont absolument pas les moyens d'avoir des penseurs, des équipes qui travaillent en parallèle des opérations pour réfléchir. Et donc je comprends très bien qu'il y a une maturation. J'ai constaté, comme coprésident de Devoteam depuis 3-4 ans, une montée en maturité des entreprises ou des grandes entreprises. Et je dirais que tous les 6 mois, il y a un changement majeur dans leur perception. Ils ne comprennent pas, tout d'un coup, ils se mettent à comprendre. Au bout de 6 mois de plus, ils commencent à avoir un plan. 6 mois après, le plan se met en œuvre, ils ont les ressources pour le faire, ils ont embauché, voilà. Et après, ils déroulent. Donc, je pense que les moyennes entreprises, elles en sont à ce niveau de rapidité. L'étude qu'a fait PPI, je ne sais pas exactement de quand elle date, mais je pense qu'aujourd'hui, la sensibilité n'est probablement plus la même. Alors après, donc voilà, donc je suis évidemment concerné par le fait qu'autant de patrons moyens, de moyennes entreprises se posent la question. Et en même temps, je pense que voilà, un an, c'est gigantesque en termes de maturité, de prise de maturité, et je suis persuadé qu'on sera à moins de 50% dans les mois qui viennent, parce qu'on est tous impactés par les propres usages personnels qu'on a, par les usages de notre écosystème, de nos fournisseurs, de nos clients, et on voit bien qu'en réalité, il n'y a pas le choix. La question, ce sera plutôt, est-ce que ces PME ont les moyens de faire la transfo? Et donc, c'est peut-être le deuxième aspect de votre question, qui est, au fond, ils en ont conscience de plus en plus, en tous les cas ceux que je rencontre à titre personnel ou à travers des teams, sont, je pense, de plus en plus conscients, donc je suis moins inquiet que ça. Je suis plus inquiet par le fait qu'ils aient l'accompagnement, les équipes en interne, les moyens de faire ces transformations, puisqu'en fait, les PME ne sont pas équipées pour le faire toutes seules. Et aujourd'hui, tout le monde réfléchit à la manière dont on peut le faire. Dans les régions, au niveau du gouvernement, c'était déjà le cas du gouvernement précédent, personne ne sait très bien comment faire pour aider ces PME à survivre et à flotter sur cette vague qui arrive pour en tirer bénéfice. Donc voilà, il y a un tas de mesures qui se mettent en place, les régions sont très impliquées, mais c'est un challenge. Voilà. Et les PME industrielles, elles ont un effet qui se coule d'une certaine manière, elles ont l'effet du changement de business model que leur impose la transformation numérique, mais dans la partie industrielle, dans l'usine, finalement, elles ont une deuxième transformation à mettre en œuvre, qui est celle de la partie industrielle, production, robotique, avec des robots collaboratifs, et ça, c'est autant de choses qui viennent se rajouter à une transformation traditionnelle, qui est déjà assez complexe. Donc c'est vrai que pour ces PME industriels, ils ont un peu de la double peine. Donc voilà, il y a une forme peut-être pas d'inquiétude, mais de forte tension pour arriver à libérer cette transformation dans le monde des entreprises de moyenne taille. Un premier sujet qui est la cybersécurité, qui est un des freins pour pouvoir ouvrir l'usine et les processus de fabrication à l'extérieur. Quand on n'est pas certain qu'on ne va pas être hacké ou par des concurrents ou par des malveillants, bah on préfère pas transformer parce qu'on continue à fabriquer et ça marche. Et je dirais que ça, c'est déjà un premier frein. Syntec Numérique avait proposé un certain nombre d'éléments faciliteurs, par exemple un espèce de cybersécurité qui aurait permis de déduire tous les investissements en matière de sécurité, qui aurait permis à ces industriels de, au fond, contribuer à les aider à investir dans la sécurité avant d'engager les transformations numériques. Bon, voilà, je pense que ça fait partie de toutes les idées qu'on déploie tous pour essayer d'accélérer. Et aujourd'hui, le gouvernement actuel est en pleine réflexion avec la loi Pacte pour aider ces PME. J'attends avec curiosité et avec intérêt les propositions qui vont arriver, des propositions très concrètes qui vont arriver pour aider ces PME à réussir cette transformation. Alors, quand on parle d'entreprise, on pense souvent à l'emploi, au chômage. Aujourd'hui, la France a atteint un pic de chômage important. Les entreprises, notamment celles du numérique, parlent d'une pénurie de main-d'œuvre spécialisée dans l'IT.
Qu'est-ce que vous préconisez pour revenir à l'équilibre dans ce domaine? Alors, ça c'est un sujet qui est un sujet majeur, mais c'est un sujet qui est de préoccupation depuis des années. Il devient critique dans la mesure où l'accélération en besoin de compétences issues de la transformation numérique est en train de créer un véritable, je ne sais pas si on est au paroxysme, mais en tous les cas, ça devient très très sérieux. On emploie dans le secteur du numérique, donc les entreprises numérisantes, 450 000 salariés, et nos clients de leur direction informatique en France, public ou privé, tout confondu, emploient probablement 600 et quelques mille. Donc ils sont plus employeurs que nous d'ailleurs. La difficulté qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, nos clients qui avaient arrêté de recruter depuis 2000 et quelques, reconstituent des très gros viviers de très grosses compétences depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans. Et donc, on va chercher les talents qui sont même les meilleurs talents, les compétences qui n'existent quasiment pas. Ils les prennent chez nous, se les volent entre eux. J'emploie des mots un peu forts, mais bon, voilà. Et donc, ça crée une pénurie, ou ça accélère une pénurie, une tension sur les salaires qui ne crée pas beaucoup de valeur et qui, en revanche, n'aide pas à ces transformations. Aujourd'hui, on fait beaucoup de choses. La plupart des acteurs de notre secteur ont créé des espèces d'académies, des universités pour essayer de répondre au sujet. Syntec Numérique est très engagé depuis toujours dans les sujets d'attractivité, bien sûr, mais dans la formation initiale et dans la formation complémentaire. Donc, on a créé une association qui s'appelle Pascaline, mais qui maintenant s'appelle Talent du numérique, et qui regroupe une centaine d'universités et d'écoles. Notre sujet, c'est véritablement de former des bacs plus 4 ou 5 au numérique et d'orienter à la sortie de ces écoles, universités ou écoles, vers le numérique, ce qui n'est pas forcément évident. Les femmes sont encore moins concernées par notre secteur, puisqu'on a à peine 15%, plutôt 14,5%, et les chiffres ne s'améliorent pas malgré les efforts que nous faisons dans notre secteur. Donc on a un énorme enjeu d'attractivité des femmes et d'attractivité en général. Donc on mène des campagnes, on fait des grands événements pour essayer de montrer que les métiers du numérique sont comme le disait notre ministre Mounir Majoubi, au fond des super pouvoirs. Quand un jeune rentre dans le numérique, au fond, il acquiert la capacité d'indépendance, la capacité de décider où est-ce qu'il a envie de travailler. Enfin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de métiers qui sont d'abord très largement au-dessus des salaires moyens et qui permettent d'avoir cette espèce de liberté face au travail dont on peut espérer, dont on peut rêver, mais qu'on a rarement en tous les cas. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des métiers intéressants, des métiers bien payés, et pourtant une attractivité qui n'est pas évidente, parce qu'on n'est pas un secteur qui est complètement compris, où on parle du luxe, on parle de l'agroalimentaire, on parle de la pharmacie, c'est des sujets que les gens comprennent. Les secteurs du numérique, les gens ne comprennent pas très bien. Alors il y a les startups, mais les startups emploient quasiment rien donc, par rapport au secteur global. Donc, voilà, donc c'est un énorme enjeu sur lequel Syntec Numérique est engagé. On a contribué, on a pensé la grande école du numérique et le président Hollande a repris ce sujet. On est donc un membre fondateur de cette initiative. On est là sur une initiative que le gouvernement a lancée avec 10 000 formations pour des gens qui sont plutôt post-bac et donc qui ont besoin, parce qu'on a besoin des bacs 4+, 5+, mais on a aussi besoin de gens moins qualifiés. Donc là, on contribue à un grand plan de formation que le gouvernement est en train de lancer pour former aussi des gens hauts, techniques, plus limités en tous les cas au moins au départ, et former donc massivement des jeunes, avec des moyens qui sont ceux qu'on connaît déjà bien, qui sont la grande école du numérique, bien sûr. On va contribuer, on va accélérer notre participation dans la grande école du numérique. Nos entreprises vont le faire. On s'est déjà engagé à 1 millier de recrutements sur ces 10 000. Pardon, à 3 500 sur ces 10 000. Mais on va continuer à solliciter nos entreprises qui vont peu à peu rentrer dans ce plan, sachant que nos clients recrutent aussi, vous voyez. Je disais tout à l'heure que nos clients font presque 60% des recrutements. Et puis, on utilise donc ce mécanisme de la grande école, on utilise aussi d'autres mécanismes que j'ai évoqués tout à l'heure, qui sont les PEE, programmes pour permettre le retour à l'emploi de gens qui sont inscrits à Pôle emploi et qui vont pouvoir bénéficier de formations de 400 heures, quelquefois 800 heures, et réintégrer une entreprise à l'issue de ces formations. Donc, c'est des mécanismes que nous, on a utilisés régionalement, en agrégeant des besoins de nos entreprises, une bonne collaboration avec Pôle emploi pour aller chercher les gens qui avaient l'appétence, qui ne venaient pas de nos métiers, mais qui avaient l'appétence, qui venaient d'autres secteurs,
et puis des organismes de formation. Et au final, 80% de ces gens-là ont trouvé un job chez nous. Donc, on va essayer de continuer à répondre à ce besoin par les mécanismes que je viens d'évoquer. Je pense qu'on ne va pas répondre aux besoins et que la formation initiale, qui nous donne le nombre d'ingénieurs qu'on connaît, qui est comme un nombre fini, ne va pas permettre de résoudre l'équation, et que c'est plutôt des choses qui sont en train d'arriver, qui sont la reconversion massive de gens qui sont issus des grandes entreprises, d'abord, au fond impactés par la transformation numérique, dont les emplois peuvent être remis en cause par la robotisation, par l'intelligence artificielle, mais qui, en se formant, et c'est pour ça que le gouvernement, moi je suis très heureux et très satisfait de voir la manière dont le gouvernement prend les sujets de la formation professionnelle et de la reconversion, parce que quand on parle de formation professionnelle, c'est assez ponctuel. En réalité, la reconversion, ça va devenir massif, probablement un peu plus que ce qu'on fait en formation professionnelle aujourd'hui. Donc probablement, c'est des programmes qui pourront aller de 6 mois à 1 an, hein, il faudrait. Mais c'est cette reconversion qui va nous permettre de répondre à la pénurie qu'on a aujourd'hui pour venir renforcer les actions qu'on mène déjà et qui sont de belles actions, mais qui sont à mon avis insuffisantes. Donc je crois beaucoup à la convergence entre les actions qui sont menées aujourd'hui, plus ce qui va venir autour de la reconversion, parce que la transformation numérique va induire de la reconversion.